Dans l'agglomération de Mulhouse, les citoyens utilisent une seule appli pour prendre le tram, un vélo partagé, accéder au parking ou même louer une voiture. Depuis septembre 2018, cet agglo de 270 000 habitants a en effet déployé son compte mobilité, accessible à tous et continue même d'étendre ses services. Si la mise en œuvre concrète semble récente, l'agglo et les collectivités attenantes se sont penchées sur la question depuis les années 90, bien avant l'apparition du terme Mass Mobility as a Service. Post-paiement, appli multiservice et autres innovations, l'agglo de Mulhouse a su convaincre les opérateurs de mobilité de son territoire de se fédérer autour de ce projet. On va interroger Christophe Wolf, directeur des mobilités et transports à Mulhouse-Alsace Agglomération, sur toutes ces thématiques et bien d'autres. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, ça contribuera à augmenter sa visibilité. En attendant, bienvenue à Mulhouse et bienvenue dans Mopter, saison 2, épisode 7. Bonjour Christophe Wolf. Bonjour. Alors, vous travaillez donc pour Mulhouse-Alsace Agglomération. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je suis directeur mobilité de l'agglomération mulhousienne. Et à ce titre, mes missions couvrent à la fois la mobilité urbaine, le service, la gestion des transports urbains en particulier, mais aussi la stratégie sur les grandes infrastructures de transport permettant à l'agglomération d'être bien connectée avec son monde, avec l'Europe. Alors justement, l'agglomération mulhousienne, en termes de transport, c'est quoi ? Il y a du tramway, il y a un tram-train, des bus, j'imagine. Il y a d'autres services aussi ? Oui, alors l'agglomération mulhousienne, globalement, c'est un territoire de 270 000 personnes. On a 3 lignes de tramway et une ligne de tram-train, donc depuis la ligne de tram-train depuis 2011. C'est une des particularités du territoire avec cette ligne qui est à la fois une ligne de tramway urbain un véhicule qui sort de l'urbain pour aller dans le périurbain et dans une vallée, la vallée de Thann et de la Thur. Ok, donc c'est déjà assez rare pour être souligné. Il y a du tram-train en France, il y en a pas énormément de villes qui en ont, mais Mulhouse en est équipé. Exactement, oui. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres services aussi comme des vélos en libre service, la Oui, voiture ? on a évidemment, alors je parlais des transports urbains, on a en termes de volume, pour donner des ordres de grandeur, le parc de bus est de 140 bus et de 22 tramways. D'accord. Ensuite, sur les autres services de mobilité, on a dans la ville-centre à Mulhouse un service de vélo en libre service qui est opéré par Deco. C'est Ok. l'équivalent du Vélov à Lyon, du Vélib à Paris. Ça s'appelle Vélocité à Mulhouse. On a également l'autopartage, donc ou la voiture en libre service, puisque c'est le terme que Cities préfère utiliser en ce moment, avec Cities justement qui se développe pas mal dans notre territoire. Enfin, c'est encore relativement modeste, mais Ouais. ça monte. Après, on a d'autres services classiques. Si on fait la liste des services de mobilité, on n'a pas de free floating en trottinette ou en vélo, mais on a tout ce qui est stationnement en voirie, stationnement en ouvrage, les taxis, etc. Ok. Alors, je pense qu'on a dressé rapidement un portrait de l'agglomération mulhousienne. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler avec vous du compte mobilité. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est le compte mobilité. Alors, le compte mobilité, c'est un service, mais qui se traduit par une application qui permet à toutes les personnes qui disposent de cette appli d'accéder au bus, au tram, de payer le bus, le tram, de décrocher un vélo, de payer le vélo ou de réserver une voiture pour se déplacer au quotidien quand ils en ont envie. Donc, l'objectif était vraiment de faciliter l'accès à ces modes de transport, aux modes de transport durables, pour développer leur usage et donc développer la mobilité durable dans le territoire. D'accord, vous voulez dire qu'un utilisateur de cette application pourra, grâce à cet outil, utiliser aussi bien le bus que louer une voiture, c'est ça ? Exactement, ou un vélo, réserver un vélo, décrocher un vélo en libre service, réserver une voiture et à partir d'aujourd'hui et de demain, louer un vélo aussi longue durée, vélo électrique ou pas,
ou encore accéder à des parkings aussi, et ce qui est important pour nous, l'aspect service aux automobilistes. D'accord. Alors, je crois savoir que vous êtes une des seules agglomérations en France à proposer ce type de service aussi abouti. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, le compte mobilité rentre dans ce qu'on appelle le MaaS. Alors même si on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un MaaS, mais l'acronyme veut dire Mobility as a Service, Mhm. on est fléché dans cette catégorie-là. Alors nous, l'objectif n'était pas du tout de faire un MaaS. D'ailleurs, ce terme, comme je le disais, n'existait pas. Mhm. Mais l'idée, c'était vraiment de trouver une solution qui puisse inciter les gens à se reporter vers des modes doux et durables, sans les contraindre. Plutôt, ça, c'était la version incitative, Mhm. donner envie d'eux, en partant d'un handicap. Le handicap était qu'on n'avait pas de système billettique à Mulhouse. Mais ça, je reviens quand on parlera de la genèse du projet. Si vous- Alors justement, je pense qu'on va pouvoir en parler. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce projet, comment il est né, de quel constat vous êtes parti, des problématiques que vous avez eues, et puis les aspects concrétisation et les volontés finalement qu'ont eu les dirigeants de l'agglomération, et puis la partie opérationnelle. Expliquez-nous un petit peu le cheminement qui a mené jusqu'à la concrétisation de cette application. Ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Je ne sais pas si je Oui, retiendrai tout. Mais en tout cas, oui, sur la genèse. Euh, En fait, alors c'est mon approche, hein, c'est mon approche personnelle. Si vous posez la question à d'autres personnes, ils raconteront l'histoire par d'autres bouts. Mais ce qui moi m'a frappé, c'était qu'on était dans le territoire alsacien depuis la fin des années 90. Donc quand je suis arrivé dans le territoire, c'était déjà le cas en 2003-2004. Il y avait des réflexions entre toutes les agglomérations pour mettre en place une sorte de carte unique de transport, la carte orange alsacienne, on appelait ça ok. comme ça. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir se déplacer de Mulhouse à Strasbourg en bus à Mulhouse, puis prendre le TER, puis prendre le tram à Strasbourg. C'était un peu ça l'idée. Euh, ça a commencé, je vous l'ai dit, dans la fin des années 90, mais fin des Mhm. années 90, début des années 2000, on était sur l'idée d'un abonnement unique. D'accord. Après, avec le développement des systèmes billettiques, au début des années 2010, donc 15 ans après, on était finalement, on savait plus trop ce qu'on appelait la carte orange alsacienne, si c'était un abonnement ou une carte. Ok. Alors, on a relancé ces études-là en 2010-2012 avec sous le pilotage de la région. Et effectivement, on a du coup travaillé sur les deux volets. Alors sur le volet abonnement, on avait commencé par faire des découpages d'alvéoles dans tout le territoire, puisqu'on n'est pas, on a un territoire multipolaire, donc on ne peut pas Oui. faire en Paris des cercles concentriques. Mhm. Donc on avait découpé des alvéoles un peu à la mode allemande, mais c'était vraiment pas très satisfaisant et très compliqué. C'était plutôt compliqué. Et on s'est contenté en fait là de faire quelque chose qui, à mon sens, était quand même important, mais qui était d'unifier l'ensemble des gammes tarifaires autant que faire se peut dans le territoire. C'est-à-dire que, par exemple, les abonnements, il y avait des abonnements par âge, des abonnements par statut. On a aujourd'hui tous des abonnements par âge et Mhm. ça permet de les combiner puisque les âges, les limites d'âge sont les mêmes. Donc D'accord. ça ne paraît pas grand-chose, mais voilà. Ensuite, finalement, les élus en 2012-13 commençaient à s'intéresser à cette carte. On était plus dans les technos et dans les discussions d'interopérabilité. Mhm. Donc, une carte qui permet de se déplacer à la fois sur la SNCF et dans les transports urbains. Mais cette carte, ça signifiait que l'ensemble des agglomérations devaient être équipées d'un système billettique. Et nous, on n'en avait pas à Mulhouse. D'accord. On avait fait le choix de ne pas faire cet investissement en 2005. Et d'ailleurs, nos voisins allemands et suisses n'ont pas non plus de système. On est encore au papier. Euh, et puis, finalement, à force, là, on arrive en 2014-2015, où on commençait à se dire que finalement, cette carte orange alsacienne, est-ce que ce serait pas une fausse bonne idée? Parce que même si elle existait, quand on regarde nos besoins à Mulhouse, ben, il y a plus de gens qui vont en Suisse ou en Allemagne que de gens qui vont tous les jours à Strasbourg.
Donc, si on peut aller à Strasbourg, c'est très bien, mais on ne répondra pas aux besoins de ceux qui vont en Suisse, en Allemagne ou encore à Belfort, qui n'est Oui. pas dans la même région et toujours pas dans la même région, même avec les grandes régions entre-temps. Et ça, c'était le périmètre géographique, du coup, ne serait jamais le bon. Et le périmètre fonctionnel non plus, parce que le jour où on aurait, admettons, le tram et le train sur la carte, ben, on voudrait le vélo. Mais ce serait trop tard, parce que du coup, on aurait des cartes pas compatibles avec les systèmes de vélo en libre service, Vélib, Vélocité ou autres. Du coup, on s'est dit que et puis, mais on avait quand même des incitations assez fortes à s'équiper d'un système biotique, un Mhm. investissement de l'ordre de 5 millions d'euros. Ouais. Du coup, on a fait un petit tour de France à proximité et sur d'autres réseaux, gros réseaux, avec notre partenaire Transdev aussi. Et on en est revenu avec trois idées. Première idée sur la techno, que le smartphone était quand même un outil qui aujourd'hui ne pouvait pas, on pouvait pas s'en priver. Mhm. Et l'avantage du smartphone est que l'intelligence est dans le smartphone. Et donc, si on s'appuie sur le smartphone, on pourrait s'appuyer sur l'intelligence du smartphone et donc, pour la collectivité, ne pas avoir à dépenser pour des outils intelligents à mettre dans les bus et dans les trams. Ça, pour moi, c'est très important parce que les expériences qu'on avait vues avec des smartphones qui permettaient d'acheter, de valider des titres, c'était à l'époque, en fait, on rendait le smartphone aussi bête qu'une carte pour coller au système billettique qui est existant. Et D'accord, donc, on on adaptait n'utilisait pas, le on téléphone à la utilisait, billettique. exactement. On essayait de transformer le téléphone en carte. Hmm. C'est tous les sujets NFC, carte SIM, etc. Ouais. Et voilà. Ça, c'était la première leçon. On ne peut pas passer à côté du smartphone. C'est un outil qui est utilisé aujourd'hui par les gens qui se déplacent, pas tous, mais une grande partie, et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Après, on pourra revenir, si vous voulez, sur est-ce que c'est du service public ou pas, comment est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas de smartphone, tout ce Oui, sujet-là. voilà, c'était une question que je voulais Mais soulever, mais en en effet, tout ça cas, convient à beaucoup de gens, déjà. oui, oui, voilà. Alors, en tout cas, smartphone, point 1. Ensuite, il y avait un service qu'on avait observé dans les réseaux de transport qui se développait, notamment à Belfort, chez notre voisin, depuis un certain nombre d'années déjà, c'était le post-paiement. Et cette idée de post-paiement dans les transports urbains nous semblait être une idée assez intéressante parce que les retours qu'on nous a fait, donc à Belfort, mais aussi à Nantes, par exemple, c'était que les gens adhéraient assez facilement à ce principe parce qu'à partir du moment où ils avaient confiance à la collectivité ou aux transporteurs qui proposaient ce service-là, ils se déplaçaient plutôt plus souvent. D'accord. Ah bon. Donc cette idée de post-paiement pour les occasionnels réguliers, évidemment pas pour ceux qui se déplacent, pour les hyper réguliers, pour ceux qui sont des abonnés annuels sur les transports urbains, mais cette idée nous plaisait pas mal. Et l'autre idée qui est plus issue de l'histoire que je racontais sur la carte orange avant, c'était d'essayer de traiter plutôt la multimodalité que l'intermodalité. Je m'explique. L'intermodalité, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller de Mulhouse à Strasbourg en utilisant le tramway puis le train. Mhm. Pour moi, la multimodalité, c'est comment est-ce qu'on fait pour inciter un maximum de gens qui se déplacent dans un bassin de vie à utiliser de temps en temps la voiture, mais aussi de temps en temps le bus ou le vélo, ou voiture plus bus, plus tram, ou le train ou autre. Mais c'est dans la semaine d'utiliser un maximum de services de mobilité pour utiliser plus les services de mobilité propres et durables. Et du coup, le compte mobilité est né de l'association de ces trois idées, essentiellement faire du post-paiement sur la multimodalité. Et si Ok. on faisait payer en une fois, à la fin du mois, tous les services de mobilité qu'on utilisait dans le mois. Et tout ça grâce au smartphone, finalement. Ça, c'est l'idée de base. Ok. Euh, un peu sur le modèle de, vous pouvez dire que voilà, c'est comme une facture EDF. L'EDF, bon, il y a un abonnement, mais finalement, on paye ce qu'on consomme. A posteriori. Et Sauf que donc là, en la disant, si différence, la mobilité était globalement un service comme l'électricité ou comme l'eau, quel que soit finalement le mode de transport, mais voir la mobilité, quel que soit le mode, comme un service. c'est là où contrairement, j'allais dire, à l'électricité, c'est que il n'y a pas un opérateur qui vous fait payer la fin du mois, c'est finalement plusieurs fournisseurs de services qui sont
agglomérés dans un seul outil en fait. Oui, l'idée de la multimodalité, c'est de dire, ben voilà, finalement, je me déplace. Si j'ai une petite course à faire à côté, ben, je peux y aller à pied, ou alors à vélo. Si j'ai un vélo, je prends le mien, ou alors je loue un vélo parce que je fais régulièrement des déplacements à vélo, ou alors je prends un vélo en libre service parce que j'habite à côté d'une station, que c'est pratique, ou bien je vais peut-être au boulot en voiture, mais à midi, je vais au resto en tram, de faciliter tout ça et de se dire que finalement tout ça, c'est de la mobilité, sauf que euh, le tramway ou les transports urbains, c'est un monde en soi. C'est un monde avec ses règles, ses tarifs qui est quand même très compliqué. Mm. Même si on essaie de le faire le plus simple possible, ceux qui sont habitués ne le voient plus. Même nous, on a tendance à plus se rendre compte des complexités qui existent. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude du tout, quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, les transports urbains, c'est pas forcément naturel. Mm. Donc les transports urbains, c'est compliqué, c'est un monde, et c'est vrai aussi pour le vélo en libre service. C'est un autre monde, tout aussi compliqué. Comment je fais pour décrocher un vélo? Où est-ce que je trouve la carte? C'est encore plus vrai pour la voiture en libre service. En tout cas, c'était le cas à Mulhouse. Il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait retirer ses cartes et il fallait vraiment être averti pour le savoir. D'accord. Donc, chaque service de déplacement est un monde en soi. L'idée, c'était d'effacer ces barrières-là avec une seule appli pour pouvoir accéder le plus facilement possible à chacun de ces mondes et de payer ce qu'on consomme. Pas payer un abonnement, mais si j'utilise rien, je paye rien. Si j'utilise beaucoup, ben, je paye le prix que je dois en ayant la garantie de l'application des meilleurs tarifs. Ok, ouais, ça c'est quand même innovation. On va passer un petit peu dans la partie mise en œuvre, si vous voulez bien. Euh, Comment vous avez convaincu les différents opérateurs d'intégrer ce projet? Alors effectivement, ça c'est le point clé. À notre avis, ça ne marche que si tout le monde est partant. Alors, ben, premièrement, on a longtemps, hein, je parle de 2014-2015, discuté, préparé, avancé ces idées-là. On a fait un comité des partenaires en 2015. On a réuni effectivement l'ensemble des partenaires après en avoir discuté avec certains souvent, avec d'autres un peu moins. Et on a dit, ben voilà, finalement, on aimerait bien partir, essayer de voir si on arrive à créer ce service avec vous. Voilà, comment est-ce qu'on l'imagine, hein. On avait simplement expliqué que l'idée c'était de créer une sorte de compte pour les personnes et qui permettent d'accéder, de payer les différents services que proposaient les opérateurs autour de la table. Et ben, finalement, ils étaient tous partants. Ils étaient tous partants pour chacun une raison différente. Mais en tout cas, on avait suffisamment discuté et écouté des besoins des uns et des autres pour que tous soient partants pour monter dans la barque et tester la chose. Après, il y a eu une année ou deux, une année de vérification de la faisabilité technique, rédaction de cahier des charges d'un outil commun, de discussion avec les partenaires pour voir jusqu'où est-ce qu'ils étaient prêts à aller, pour discuter du modèle économique aussi. Et d'ailleurs, on a changé de modèle en cours de route. D'accord. Dans un premier temps, on avait cette idée d'avoir une structure spécifique qui regroupe les partenaires. Alors, c'était sous l'égide du transporteur de la SEM locale. Au final, on a abandonné cette idée-là parce que on s'est rendu compte que c'était important pour chaque partenaire qu'il soit en contact direct avec la collectivité et que personne ne se sente le sous-traitant de personne. Ça, c'est une des leçons importantes. On est parti ensemble parce qu'on était, nous, en relation de la collectivité, en discussion avec chacun. Et le maintien de cette discussion directe est essentiel pour chaque opérateur. Et c'est vraiment ils font confiance à la collectivité, ils se font pas forcément confiance entre eux parce que parfois ils se voient comme des concurrents. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'était sur le partenariat, vraiment un partenariat qu'on a essayé de construire gagnant-gagnant. Alors concrètement, je parlais de modèle économique, comment ça s'est traduit? Ben, assez rapidement, on a dit que pour le financement du fonctionnement de ce nouveau service, on ne prendrait pas de commission sur ce qui est vendu par chaque partenaire.
Par contre, en contrepartie, on ne rémunère pas chaque partenaire pour les dépenses de fonctionnement qu'il a, qui sont nécessaires pour faire vivre le compte mobilité, hein. Il faut héberger des systèmes informatiques, il faut qu'il y ait du personnel qui s'en occupe de temps en temps, qui réponde au téléphone, mais avec cette idée que même finalement, chacun reste responsable de son service et quand j'utilise même si j'utilise le compte mobilité, quand je suis dans le bus, je suis client de Solea. Quand je suis sur un vélo, je suis client de Deco. Quand je suis dans une voiture, je suis client de Cities. Voilà. D'accord. Et tout ça, pour l'utilisateur final, jongler de l'un à l'autre service, finalement, c'est quasi transparent quand on utilise l'application? Alors ça devient quasi transparent. On est en train d'étudier ça pour savoir effectivement comment les utilisateurs perçoivent les choses. Certains nous disaient au démarrage, bah, vous verrez, finalement, ils vont oublier qui est le prestataire de chaque service. C'est pas le cas, Ouais. c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on prend de la place et que certains nous appellent plutôt le compte mobilité pour régler un problème, comme quand d'autres appellent plus spontanément l'opérateur historique. Cela dit, vous voyez par exemple, si vous êtes bloqué samedi soir à 23 heures avec votre voiture de location, c'est Cities qu'il faut appeler. C'est Cities qui a un service ouvert 24 heures sur 24 pour répondre, pour être joignable si vous avez un problème avec la voiture que vous louez. On n'a pas mis en place un deuxième service ouvert 24 heures sur 24 en parallèle. Ouais, ouais, d'accord. Et dans la voiture, tout vous invite à téléphoner à Cities si vous avez un problème. OK. Et comme quand vous avez un problème pour décrocher un vélo, sur la borne, c'est bien le numéro de Deco. Ouais, c'est-à-dire que le compte mobilité remplace pas toutes les marques, commerciales, on va dire et Non. tous les services associés. C'est vraiment, on les garde toutes. C'est cet esprit-là, partenariat gagnant-gagnant. On les garde toutes. Et on est juste en commun. Le compte mobilité, c'est cet ensemble de marques. Voilà. Et c'est vrai aussi, bon, ça d'un point de vue juridique, quand vous signez les conditions générales d'usage et de vente, c'est en fait une somme de toutes les conditions générales. OK. Alors on va passer dans la partie un petit peu plus concrète. Heu, Depuis quand est en service, ce compte mobilité et quels services sont associés, jusqu'à présent? Et puis est-ce qu'il y a d'autres projets d'ouverture du compte mobilité à d'autres services? Alors, des projets, on en a beaucoup. J'imagine. Alors, le service existe depuis septembre 2018. Il a été lancé dans un premier temps avec l'accès au transport urbain, au vélo en libre service et à certains parkings en ouvrage de la collectivité et cities. Donc quatre types de services dès le début. D'accord. Depuis cette période-là, ce qui a changé, c'est qu'on a de plus en plus de parkings qui sont intégrés dans le service. On a Deco où on accédait dans un premier temps avec une carte compte mobilité qui se substituait à la carte Deco. Mmh. Et depuis l'année dernière, on peut décrocher le vélo avec l'application du compte mobilité. C'est un service que Deco a mis en place entre-temps à Lyon et à Nantes. Et une fois que c'était en place sur les gros réseaux comme Lyon et Nantes, le coup d'après, c'était à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous le disais, à partir d'aujourd'hui, de demain, enfin, on est à quelques heures du lancement d'un nouveau service qui est celui de location de vélos en longue durée OK. avec un partenaire Mediacycle qui loue des vélos. C'est une association d'insertion qui loue ses propres vélos, mais aussi les vélos électriques de la collectivité, de l'agglomération. Donc là, le service se développe. On a bien sûr, moi, je considère que la phase 1 du compte mobilité sera terminée quand on aura le stationnement sur voirie comme service dans le compte mobilité, parce qu'à l'origine, enfin depuis l'origine, on sait qu'on a deux piliers, deux services où il y a du volume, c'est les transports urbains et le stationnement sur voirie. D'accord. Et si on veut chercher des gens dans les voitures pour les mettre dans les bus ou sur les vélos, ben pour les chercher dans les voitures, il faut qu'on soit à leur côté avec des services qui leur sont utiles là où ils sont et donc sur le stationnement. OK. Donc ça fait partie des choses que vous projetez aussi de Oui, 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 qui sont à l'étude. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu.
d'une manière générale, mais sur le stationnement en voirie aussi, parce que les systèmes vivent, se sont changés. La mairie de Mulhouse vient de renouveler l'ensemble de ces systèmes de base de données, de gestion, et donc aujourd'hui, on est sur une base nouvelle sur laquelle on va pouvoir s'interfacer. Très bien. Parlons un petit peu chiffres maintenant, si vous le voulez bien. Depuis que l'application est lancée, est-ce que vous avez quelques données à communiquer aux auditeurs sur l'utilisation, la fréquentation? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Alors, aujourd'hui, on est à 7000 utilisateurs, ça c'est le chiffre le plus important. Et après, quand on regarde, chaque utilisateur peut choisir les services qu'il veut utiliser. On n'est pas obligé de choisir les 4 services qui existent, on peut en choisir un ou plusieurs. Et on remarque que les utilisateurs, pour les 3 quarts, choisissent le service des transports urbains, 3 quarts choisissent aussi le service de vélo en libre service, et 1 tiers pour les parkings et 15% pour l'autopartage. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les chiffres clés selon nous. Et il y a eu plus de 13 000 téléchargements de l'application. Ça, c'est depuis le début du service. Est-ce qu'il y a d'autres données qui pourraient aussi être intéressantes à indiquer? Je ne sais pas, je pense au nombre peut-être d'utilisations de l'appli par jour, par semaine, par mois. Est-ce qu'il y a des données qui sont assez intéressantes dans ce domaine-là? Là, il faudrait que je vais essayer de les chercher, de les trouver. On a certaines données là-dessus. Alors, les interprétations ne sont pas toujours faciles, mais oui, on pourra en discuter. Ok, bah à ce moment-là, s'il y a des données complémentaires, je les mettrai sur le site internet pour que les auditeurs puissent éventuellement les consulter. Est-ce que depuis que l'application est lancée, d'autres collectivités, d'autres opérateurs sont venus à votre rencontre pour justement que ce projet qui est un peu unique en France puisse être et s'aimer un peu partout? Oui, bien sûr. Alors, on participe à différents groupes de réflexion. On a participé à un groupe de travail mis en place par le ministère des Transports autour de la LOM, puisque la LOM cherche à développer ce type d'outils avec différents modèles. Donc, nous, on a fait part de notre expérience. Il y avait un appel d'offres qui était prévu autour des masses, qui finalement n'a pas abouti, mais qui a permis aussi de créer des liens avec l'ensemble des agglomérations qui sont intéressées, enfin, avec des agglomérations qui sont intéressées par l'ensemble, mais en tout cas des agglomérations. Et nous, on est régulièrement en contact avec Nantes, Grenoble, Marseille, qui travaillent sur ces sujets-là. Et on sait qu'il n'y a pas une seule agglomération qui n'est pas en train d'étudier la mise en place de services de ce type-là. Donc, effectivement, au travers des congrès, des conférences, des interviews faites par le vice-président aux mobilités ou moi-même ou chef de projet compte mobilité, on est contacté par pas mal de collègues d'autres agglos ou d'entreprises privées qui conseillent les agglos ou qui proposent ce type de service ou cherchent à proposer ce type de service ou à comprendre comment ça fonctionne pour proposer d'intégrer ce type de service par ailleurs. OK. Alors on est, on est en situation Covid, donc c'est vrai qu'on devait avoir aussi, l'intervention à la base d'un utilisateur. Bon, malheureusement, du coup, ça peut pas se faire, mais est-ce que vous avez, vous, des retours des utilisateurs finaux, sur, bah, sur leur, les avantages qu'ils trouvent finalement à utiliser cette application? Alors oui, on avait fait, ça j'en ai pas encore parlé, mais ce qui était important pour nous pour mettre en place le service, c'est d'être le plus connecté possible avec les utilisateurs, justement les utilisateurs finaux, et d'essayer de profiter de leur expérience et d'être dans cette idée un peu de design des services, de tester, de maqueter, de tester d'être le plus agile possible pour créer le service. J'en reparlerai après parce que c'était vraiment important sur les fonctionnalités qui sont offertes aujourd'hui. C'est pas celles qu'on avait imaginées tout seul dans notre coin. Et c'est vraiment parce qu'on discutait avec les utilisateurs que c'était important. Du coup, je disais qu'on a lancé le service en septembre 2018. Pendant 6 mois avant le mois de septembre, on a travaillé avec des testeurs, donc qui eux nous ont fait beaucoup de retours, qui ont permis à la fois d'améliorer le service, mais aussi de voir ce qui était apprécié ou non dans le service.
Et on vient de faire également un audit auprès d'usagers. Alors, ce n'est pas une enquête, un questionnaire, ça on l'a fait il y a 2 ans, mais on vient de faire un audit auprès d'un nombre réduit, mais vraiment pour voir comment ça fonctionne et ce qui est apprécié. Alors, ce qui ressort, c'est évidemment le côté tout en un, c'est très simple, c'est très pratique, c'est vraiment les termes qui sont utilisés par les utilisateurs. De pouvoir même le terme de liberté, alors ça, je ne m'y attendais pas, mais on se sent plus libre parce qu'on monte dans le tram et puis on a simplement un petit swipe, c'est un terme que j'oublie tout le temps, mais il faut glisser le doigt sur son téléphone et du coup, on est en règle dans le bus ou dans le tram. Donc, c'est très facile. On n'a pas à acheter un ticket, on n'a pas besoin d'avoir de la monnaie, on n'a pas besoin d'essayer de comprendre comment marche le distributeur de titres. Là, je parle des transports urbains, mais vraiment, vis-à-vis des transports urbains, c'est très simple. C'est même plus simple que les titres dématérialisés. Ouais. Parce qu'un titre dématérialisé, il faut d'abord l'acheter et ensuite le valider. Alors que là, on n'a pas de titre à acheter, on n'a pas de titre à valider, on a simplement à déclarer qu'on se déplace. Enfin, si vous voulez, on fait juste la validation. Et Oui. donc, ce côté très simple, très facile, séduit effectivement pas mal. À la fois les jeunes, mais et ça c'est plus surprenant, enfin c'est pas ce qu'on attendait, mais aussi les personnes âgées. Donc là on pourra du coup de nouveau discuter du smartphone. C'est qu'on a effectivement rencontré des personnes âgées qui sont venues nous voir pendant la semaine de la mobilité, par exemple, il y a un stand sur la place centrale, et qui sont très très fiers d'avoir de nous montrer leur téléphone avec 2 applis. Il y a WhatsApp pour discuter avec les petits-enfants et il y a le compte mobilité parce que pour se déplacer, c'est vraiment plus facile qu'avoir à acheter des titres ou à discuter avec le conducteur ou aller à l'agence. Donc ça, on est assez fiers de ça. Évidemment, ce sont les petits-enfants qui ont installé l'appli, mais elles l'utilisent et ça, c'était une bonne surprise. Après, par rapport à notre objectif d'inciter les gens à utiliser un maximum de services, et notamment ceux qu'ils ne connaissent pas, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint tout à fait cet objectif-là. En tout cas, il y a des trucs à trouver pour pour que les gens sortent de leur zone de confort ou de leurs habitudes. Vous voyez, quand je vous décrivais le nombre d'utilisateurs par service, je disais qu'il y avait un tiers des utilisateurs qui sont inscrits au service de Cities. Mais quand vous vous inscrivez au service de Cities, ça vous coûte rien de vous inscrire. Mhm. Donc pourquoi est-ce que 100% des gens ne sont pas inscrits à tous les services? Donc on essaye de comprendre ça, premièrement, et d'essayer ensuite de savoir comment, une fois qu'ils sont utilisateurs, même s'ils rentrent dans le compte mobilité parce qu'ils trouvent ça pratique pour le vélo, comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à quelqu'un qui utilise beaucoup le vélo pour l'inviter à tester d'autres services? Donc ça, c'est des sujets d'actualité. On n'a pas D'accord. encore la réponse, mais en tout cas, on a les questions. Ouais, mais c'est intéressant et on va suivre ça de près. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose avant de conclure cet entretien? Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que aujourd'hui, même si on est assez fier d'avoir mis en place ce service-là, mais plutôt fier. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment remercier l'ensemble des partenaires parce que c'est vraiment dans cet esprit de co-construction d'un outil, d'un nouveau service où chacun y trouve son compte qu'on y est arrivé, mais qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de questions, que comme c'est un nouveau service innovant, on ne sait pas si, par exemple, demain, il est plus important de mettre le train le plus rapidement possible dans le service ou d'améliorer le parcours client dans l'inscription. On a voulu faire une inscription la plus facile possible, mais on se rend compte qu'elle est quand même, que ça reste compliqué. Et Hum, s'il y a 13 000 chargements, mais que 7 000 utilisateurs, c'est qu'il y a des personnes qui finalement baissent les bras à un moment donné ou vont pas jusqu'au bout. hum. Donc là, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et ce sont des belles questions et des beaux défis, mais c'est c'est pas forcément c'est pas forcément dans le domaine de compétences des collectivités. Du coup, ça réinterroge aussi la collectivité sur le rôle qu'elle a à tenir dans ce genre de service. Là, si on a appris qu'il fallait absolument qu'on soit des animateurs des différents partenaires de mobilité du territoire,
Est-ce que c'est à nous d'aller jusqu'à définir les meilleures ergonomies de service? Je ne sais pas. Question intéressante en tout cas, et peut-être qu'on pourra à nouveau en débattre dans un prochain épisode. Merci beaucoup en tout cas, Christophe, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et puis, on va suivre donc les nouveautés, les actualités du compte mobilité de Mulhouse Alsace Agglomération. Merci encore et à Avec bientôt. plaisir. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.